Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue pour cette nouvelle saison des Nocturnes du Plan de Rome qui sera composée uniquement de séances inédites. Au mois de janvier, nous vous emmènerons dans les palais des empereurs sur le mont Palatin. Au mois de février, nous vous montrerons un aspect étrange de la vie romaine de l'Antiquité, les distributions gratuites de blé. Nous verrons les greniers, les infrastructures de distribution. Au mois de mars, nous accueillerons le professeur Éric Tessier de l'Université de Nîmes, grand spécialiste des gladiateurs, qui organise des reconstitutions de combats dans les arènes de Nîmes et qui parlera, qui essaiera de faire la part entre mythe et réalité sur ce sujet passionnant. Au mois d'avril, nous tenterons devant vous une expérience unique, l'interaction en direct sur cette scène entre un de nos doctorants, Jérôme Nicole, et un automate antique qu'il reconstitue dans le cadre de sa thèse. Aujourd'hui, nous allons vous présenter tous nos derniers compléments de modélisation sur le forum républicain. Et pour la première fois, cette séance est retransmise en direct sur Internet. Je salue donc nos spectateurs en ligne, s'il y en a. Ils pourront intervenir s'ils le souhaitent, lors de la séance des questions. Le titre même de cette nocturne contient un paradoxe. Rome a été fondée sur le Palatin. L'Aroma Quadrata, tracé par Romulus, n'englobe que le sommet de cette colline. Donc le centre historique de Rome, à proprement parler, était au milieu du mont Palatin et non dans la zone que nous appelons le forum. La preuve en est que les rues qui bordent ce que nous appelons le forum républicain s'appellent des vias. Or, le mot via en latin, c'est un mot qui désigne une rue extérieure à la ville. Cependant, ce centre, cet endroit, cet emplacement, est devenu rapidement la place centrale de Rome, c'est ça le sens du mot forum, dès l'époque royale, et elle le restera durant toute l'histoire de la Rome antique. À ce titre, elle mérite bien, pour l'époque à laquelle nous allons nous situer, l'époque de l'empereur Constantin, en 320 après Jésus-Christ, le nom de centre historique de Rome. Le deuxième paradoxe est sur le fond. Chacun sait que le modèle de Rome s'est exporté dans tout l'Empire au fur et à mesure de la conquête et que les villes de province sont des petites Roms. Mais elles ont été créées ou remodelées à des époques différentes. Et en ce qui concerne le forum, c'est plutôt un concept de forum qui a été exporté plutôt que le forum tel qu'il apparaît au IVe siècle et tel que nous allons vous le faire visiter. Alors, avant de voir l'histoire tourmentée de cette place et puis de la visiter, ensuite à l'époque de Constantin, il est donc plus simple, pour comprendre ce qu'était un forum romain, d'aller voir ce qui s'est passé, ce qu'était ce forum dans quelques villes de province. Une fois n'est pas coutume, nous allons aller dans le nord de la France, sur le site de l'ancienne Bagacum, aujourd'hui Bavay. C'était la capitale des Nerviens. Les plus farouches des Belges, nous disent César. C'est une ville qui était située sur un axe important, notamment, enfin un croisement, c'est un croisement de route, un croisement de cette route, et notamment la route qui allait de Cologne, en Allemagne aujourd'hui, jusqu'à Boulogne-sur-Mer. C'est un forum immense. C'est un forum immense. C'est actuellement le plus grand forum découvert en France et l'un des plus grands de l'ensemble de l'Empire romain. Il fait 240 mètres de long pour 100 mètres de large. Il a été mis en place vers 60 après Jésus-Christ, remanié, embelli au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est l'état sous lequel vous le voyez ici. C'est le type même du forum qui s'est répandu dans le monde romain à partir de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. On appelle ce type de forum un forum tripartite parce qu'il comprend 3 éléments. Une grande esplanade entourée de portiques. C'est sur cette esplanade
que se rencontrent les citoyens, c'est là que l'on vient aux nouvelles, c'est là que l'on discute, c'est là que des orateurs s'adressent à la foule, c'est là aussi que se trouvent de nombreuses statues commémoratives, car un forum, c'est un lieu de mémoire. Deuxième élément, un temple, le temple principal de la cité, car le forum est le centre religieux de la ville. Et troisième élément, la basilique, un double couvert du forum, c'est un lieu de discussion, un centre d'affaires, un centre administratif, également un centre judiciaire. Dans les villes avec une administration municipale, et c'est le cas de Bavay, il y avait forcément une curie où se réunissaient les décurions, le conseil municipal, si je puis dire. On ne sait pas trop où elle se trouvait, à Curie. Peut-être dans l'édifice un petit peu étrange qui est derrière le temple, dont on ne connaît pas la destination exacte, ou dans la basilique, proprement dit. Sous l'esplanade du forum, sous l'esplanade du temple, pardon, on peut trouver, enfin sous l'esplanade du forum en même temps, on peut trouver un cryptoportique, c'est-à-dire un portique souterrain, qui sert à la fois de soutènement à l'esplanade, au portique qui se trouve au-dessus, à l'esplanade supérieure, et qui sert aussi de lieu de stockage et de lieu de promenade. C'est dans plusieurs villes modernes la seule trace encore spectaculaire du forum romain. Par exemple à Reims, où le cryptoportique du forum est encore bien visible. C'est le cas à Arles. C'est le cas aussi à Aoste, en Italie. En ce qui concerne Bavay, les restes en place ne sont pas très faciles à lire. On repère cependant facilement les trois éléments dont nous venons de parler, la grande esplanade avec les portiques et le cryptoportique, l'emplacement du temple, l'emplacement de la basilique. Le musée que vous voyez sur la diapositive en haut à gauche présente des restitutions virtuelles qui aident bien à comprendre ce qu'était cet ensemble. Au niveau du sol, ce qui choque quand on arrive, ce qui est difficile à comprendre, c'est de voir cette muraille, parce qu'il se trouve que le forum a été abandonné, a été désaffecté au IIIe siècle après Jésus-Christ et transformé en camp fortifié. Alors quand on arrive, on voit cette forteresse, cette muraille, on ne comprend pas très bien qu'il s'agit d'un forum, mais bien sûr, cette muraille n'existait pas à l'époque où il s'agissait d'un forum. L'esplanade est toujours impressionnante. Il faut imaginer au fond le temple, sur les côtés les portiques, et sous les portiques, eh bien, il y avait des boutiques qui s'ouvraient sur le portique, si bien que les habitants pouvaient aller faire leurs courses à la fois à l'ombre et à l'abri de la pluie. Le cryptoportique lui-même a perdu sa couverture, mais on voit très bien ses deux nefs et sa construction très soignée avec le double mur qui permettait d'éviter les infiltrations d'eau, qui permettait d'avoir une muraille bien sèche. Alors pour avoir un bon exemple de forum conservé, bien sûr, Pompéi est un cas idéal où on voit très bien cette grande place parfaitement dégagée aujourd'hui, avec ses trois éléments, son temple, la grande esplanade entourée de portiques ici avec un étage, la basilique qui présente son petit côté sur le forum et face au temple, les édifices, les établissements municipaux. Quelquefois, il y a un vestige très visible du forum, mais l'on a peine à imaginer qu'il n'était qu'un élément de la grande place centrale de la ville romaine. C'est le cas au moins dans deux villes du sud de la France. À Nîmes, ce que nous appelons la Maison Carrée est le temple du forum. Au départ, c'était un temple qui était dédié aux petits-enfants d'Auguste, Caius et Lucius. Ensuite, c'était le temple de l'empereur régnant. S'installer en arrière du temple, comme vous le voyez ici sur cette diapositive, est un petit peu sacrilège d'un point de vue urbanistique, parce que ce temple n'avait pas été fait pour être vu de derrière, comme on le voit tout de suite quand on est assis à cet endroit. Il était en fait au fond d'une grande place et la position, pour le voir, c'était la position devant. C'est la même chose à Vienne. À Vienne,
le temple d'Auguste et de Livie paraît engoncé dans cette petite place. Il est bloqué devant. Il n'y a pas beaucoup de place devant ni derrière, d'ailleurs. Mais à l'origine, il faisait partie de la grande place du Forum. Alors venons-en maintenant à Rome. À Rome, la place centrale que vous allez visiter tout à l'heure s'est constituée très progressivement, à partir de la fin de l'époque royale, et elle ne trouvera sa forme définitive qu'à l'époque d'Auguste. Et c'est ce long cheminement qui va expliquer sa forme un petit peu étrange et pas conventionnelle par rapport au forum que nous venons de voir. Au départ, je vous l'ai dit, c'est le mont Palatin qui est le centre, c'est la Rome primitive, c'est le mont Palatin. Quand Rome s'est étendue aux six collines autour du Palatin, Capitole, Aventin, Caelius, Esquina, Viminal, Quirinal, eh bien le centre s'est déplacé vers le nord et s'est installé dans une dépression qui est formée par un petit cours d'eau qu'on appelle le Vélabre, qui réunit tous les ruisseaux qui descendent des collines et qui va se jeter dans le Tibre entre le Capitole et le Palatin. C'est un endroit qui a été utilisé pendant longtemps comme nécropole. On y trouve des tombes pendant tout le Xe siècle et une grande partie du IXe siècle. On y trouve notamment de ces urnes cabanes qui représentent les cabanes des villageois qui habitaient sur les collines alentours et qui utilisaient donc cet endroit comme nécropole. À partir de la fin du IXe siècle, cet endroit cesse d'être utilisé comme une nécropole, sauf pour des tombes d'enfants. Or, on sait que ça marque un début d'urbanisation, entre guillemets, parce qu'on sait que seuls les enfants pouvaient être inhumés à l'intérieur des habitations. Et à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, on n'a plus aucune trace de nécropole. C'est probablement à cette époque, au tout début, fin 7e, début 6e, que commencèrent les aménagements du forum. On a un texte de Tite-Live qui nous dit que c'est Tarquin l'Ancien. Je vous lis ce premier texte. Ce même roi assigna également aux particuliers dans le pourtour du forum des terrains à bâtir. On y éleva des portiques et des boutiques. Comme l'endroit était marécageux, on vient de le voir, il a fallu l'assécher. Et Tite-Live nous dit un petit peu plus loin, il y avait des quartiers bas dans le pourtour du forum et dans les autres vallées, entre les collines, dans lesquelles le manque de pente rendait difficile l'écoulement des eaux. Tarquin l'Ancien les assèche par un système d'égouts allant des points élevés vers le Tibre. C'est ce grand système d'égouts que l'on va appeler la cloaca maxima. Alors, si on veut bien comprendre l'histoire du forum, il faut bien imaginer que le forum, pendant longtemps, a été séparé en deux parties par cette cloaca maxima qui était à ciel ouvert. Donc il y avait des ponts, bien sûr, pour passer d'un côté et de l'autre, mais il y avait quand même deux parties dans le forum. Et ça a duré longtemps, parce qu'encore à l'époque de Plaute, c'est fin 3e siècle, début 2e siècle, le canal existe toujours. Voici un extrait d'un texte de Plaute dans la comédie Le Charançon Courcoulillot qui parle de cet endroit. Dans le bas forum se promènent les honnêtes gens et les riches citoyens. Au milieu du forum, le long du canal, se tiennent les faiseurs d'embarras. Au-dessus du lac Curtius, donc vers le côté ouest, les effrontés, les bavards, les mauvaises langues. Et puis il en raconte encore bien d'autres sur le forum. Alors ces deux parties ont leurs propres caractéristiques. Le bas du forum, l'infimum Romum forum, comme dit Plaute, c'est un endroit essentiellement religieux. On y trouve la Regia, qui porte ce nom parce que, dit-on, c'était l'ancienne demeure du roi Numa Pompilius. Ça va devenir, à l'époque républicaine, le centre administratif religieux, si on peut dire. C'est là que le Rex Sacrorum et le grand pontife exercent leur fonction de direction de la religion romaine. Juste à côté, le temple de Vesta et la maison des Vestales datent, pour leurs plus anciens éléments, à peu près de la même époque, fin 7e, début 6e siècle.
Et le troisième élément religieux de ce secteur, c'est le temple de Castor et Pollux, qui est un petit peu plus récent. La maison des Vestales, c'est le culte du foyer de Rome. Le temple de Castor et Pollux, c'est la première introduction d'un culte étranger à Rome, puisque ce sont des dieux grecs, Castor et Pollux, les jumeaux. On les appelle aussi les Dioscures. C'est un culte qui a probablement été introduit par l'aristocratie romaine. Les Dioscures, ce sont les cavaliers qui seraient apparus à la bataille du lac Régile pour aider les Romains contre les Latins. Et les cavaliers, ces Dioscures, ont toujours été les protecteurs de la noblesse à Rome. Donc voilà pour ce secteur bas. Quant au secteur haut, si on peut dire, au secteur gauche, il contient à la fois une dimension religieuse et une dimension politique. La dimension religieuse, c'est le temple de Saturne. Saturne, c'est le dieu, le fondateur mythologique du village qui se trouvait sur le Capitole. Et de l'autre côté, on a le Comitium. Le Comitium, c'est le premier lieu des assemblées populaires à Rome. C'est un espace qui, au début, était rectangulaire, enfin carré précisément, qui va devenir circulaire à la fin du IIIe siècle. Au début du IIIe siècle, peut-être à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. D'un côté du Comitium, donc à cet endroit où se réunit l'Assemblée du peuple pour voter, on va trouver une curie, là où se réunit le Sénat. On l'appelle la Curia Hostilia parce qu'elle a été fondée, dit-on, par le roi Tullus Hostilius. C'est une curie qui a été plusieurs fois détruite, plusieurs fois reconstruite, agrandie, mais toujours construite à peu près au même endroit. Vous voyez ici les traces vertes, bleues, jaunes qui marquent ces différents états, mais toujours dans la même orientation à peu près. Par contre, César, lui, va complètement bouleverser ce secteur. La Curia Hostilia avait brûlé quelques années avant. Ces restes vont être complètement aplanis et César va construire la Curia Julia avec une autre orientation en empiétant et en détruisant le Comitium. Alors, sur ce Comitium, je vous l'ai dit, on s'adressait au peuple, donc il y avait des rostres. Il y avait une tribune au harangue, qui a pris ce nom de rostre beaucoup plus tard, lorsqu'on y a installé les éperons de navire, ça se dit rostra en latin, qui avaient été pris dans la guerre contre les Latins aux habitants d'Antium. Donc on y a attaché ces éperons en signe de victoire, et depuis ça s'appelle les rostres. Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour s'imaginer comment la forme du forum s'est constituée, c'est qu'au départ, les orateurs s'adressaient au public en regardant vers la curie, donc face au comitium, ce qui est logique. Mais c'est une place relativement petite. 40 mètres sur 40 mètres, ça fait 1600 mètres carrés. Quand il est devenu circulaire, ensuite, ça n'a pas changé grand-chose. On avait 42 mètres de diamètre. Donc 1600 mètres carrés, on va mettre maximum 3200 personnes, 2 personnes par mètre carré. C'est tout. Donc ce n'est pas suffisant pour l'assemblée complète du peuple romain quand c'est l'ensemble des citoyens qui vont être appelés à voter. Si bien que, au milieu du second siècle, on dit que ça date du tribun Licinius Crassus, on va retourner le sens de la parole, et cette fois les orateurs s'adressant au peuple réuni sur le forum, sur la grande esplanade. Et pour finir, eh bien César va bouleverser complètement le secteur en déplaçant les rostres, avec toujours une orientation vers le secteur. Et là, on arrive à la forme à peu près définitive du forum, celui que vous allez visiter tout de suite. Alors vous voyez pourquoi il est aussi peu régulier dans sa forme d'ensemble. Alors, par la suite, donc, au départ, on a ces rostres d'Auguste et sa curie julienne. On appelle les rostres d'Auguste parce qu'en fait, Auguste les a aménagés après César, et puis pour les distinguer des rostres qui se trouvent de l'autre côté de la place.
C'est ce concept de forum qui va s'exporter avec, outre la curie et les rostres, les 3 éléments dont nous avons parlé, la grande esplanade avec les portiques. Ici, il s'agit des portiques qui sont construits en façade des basiliques, la basilique, plutôt ici les basiliques, et la dimension religieuse, alors qui est importante, puisque à Rome, on va avoir 5 temples autour du forum immédiat qui bordent immédiatement le forum, outre les temples de Castor et Pollux et de Saturne, qu'on a déjà vu construits au début de la République. On va avoir le temple de la Concorde construit pendant la République, le temple de César construit en 29 avant Jésus-Christ, et puis le temple de Vespasien, après la mort de Vespasien, au 1er siècle après Jésus-Christ. Là, si on veut aujourd'hui trouver un héritage spectaculaire des forums, on peut le trouver dans les Piazza Mayor d'Espagne, dans les grandes places d'Europe du Nord, ou plus modestement, dans les places de nos villes, qui réunissent ces 2 dimensions, religieuses et politiques, comme à Coutances, où sur le parvis de la cathédrale s'ouvre à la fois l'espace religieux, la cathédrale, et l'espace politique, la mairie. Nous ne sommes pas les seuls dans le monde à avoir reconstitué le Forum républicain. Outre notre équipe partenaire aux États-Unis, Rome Reborn, une autre équipe américaine sous la direction de James Packer et une équipe allemande sous la direction de Susan Muth a également reconstitué ce forum romain. Mais l'équipe caennaise est la seule équipe au monde à proposer une visite virtuelle comme celle que nous allons vous proposer tout de suite. Ce modèle que nous allons vous présenter est dynamique, c'est-à-dire qu'il évolue en permanence. Il évolue parce que depuis 20 ans, nous complétons petit à petit la modélisation, et il en manque encore. Vous allez voir, il y a un trou à l'emplacement de la fontaine de Juturne, il manque l'escalier d'hégémonie, il manque la prison, ça viendra. Il évolue aussi parce que nous le modifions en permanence, en fonction des progrès technologiques qui nous permettent d'améliorer la qualité des images, et en fonction de l'avancée des connaissances. Ceux qui se souviennent peut-être avoir déjà assisté à une nocturne intitulée Forum républicain vont donc voir une nouvelle version de ce forum. Je vais laisser maintenant la place à Sophie pour vous emmener visiter ce forum républicain à l'époque de Constantin. Bonsoir. Alors, je vais vous proposer de découvrir le forum républicain au IVe siècle, à l'époque de Constantin. Et nous allons commencer la visite depuis le sud-est de la place, et plus précisément depuis le temple au divin César. Alors, pour vous repérer, le Colisée est dans mon dos, et devant, je regarde vers la colline du Capitole. Regardez en arrière-plan, vous voyez un temple qui domine un petit peu le forum. D'après les dernières recherches, il s'agirait très probablement d'un temple à Vénus Victrix, la Vénus victorieuse, donc qui dominerait le forum depuis le Capitole. Que voyons-nous ici? Nous avons une vue générale du forum. Nous avons sur la droite la basilique émilienne, je vous en dirai quelques mots. Au centre, la vision est partiellement masquée par une tribune sur laquelle les orateurs vont monter pour s'adresser au peuple. Il s'agit également d'une tribune que l'on appelle les rostres, mais ce ne sont pas les mêmes rostres que tout à l'heure, ce sont les rostres construits par Dioclétien au IIIe, IVe siècle après Jésus-Christ. Toujours en continuant sur la gauche, nous avons une seconde basilique, la basilique julienne, et enfin le temple de Castor et Pollux, qui se trouve complètement sur notre gauche. Alors je vais vous proposer de découvrir avec vous ce forum républicain. Nous allons commencer par descendre du temple au divin César, et puis je vais vous expliquer ce que l'on peut dire de ces différents édifices. Voilà, donc on descend les marches, le modèle est complètement interactif. Nous allons arriver devant la basilique émilienne. Alors que faisait-on dans les basiliques? Je vous l'expliquerai un petit peu plus loin. Je voudrais quand même monter avec vous ces quelques marches pour vous faire voir les portes que vous voyez sur la droite. Ce sont des boutiques
dans lesquels s'installaient des banquiers et des changeurs d'argent pour toutes les personnes qui venaient à Rome et qui voulaient obtenir des monnaies romaines. Vous voyez qu'on est sur une zone à l'ombre d'un portique, très richement décoré, puisque les marbres polychromes que vous voyez ici au sol sont tous attestés par l'archéologie. Si je vais sur l'autre côté du forum, je longe les rostres de Dioclétien, je m'approche du temple à Castor et Pollux, donc un temple qui a été construit au tout début de la République. Et le premier bâtiment que je voudrais vous montrer, c'est celui-ci. C'est un arc qui a été construit par Auguste après sa victoire sur Octave et Cléopâtre lors de la bataille d'Actium. Donc c'est un arc qui marque le succès militaire d'Auguste. Je voudrais vous le montrer parce qu'aujourd'hui, si vous allez à Rome, je pense que très peu d'entre vous l'ont vu. Voici une vue générale du Forum romain. Je vous ai entouré par un carré rouge l'endroit où se trouve aujourd'hui l'arc d'Auguste. Voici ce que ça donne un petit peu plus près. Vous allez me dire, mais il n'y a pas grand-chose. Écoutez, non, il n'y a pas grand-chose. Voilà ce que cela donne quand on est devant. Vous voyez les deux chapiteaux sur la droite de l'image. Si je prends la carte en bas à droite de l'image, vous avez un chapiteau corinthien. Ce chapiteau corinthien, c'est tout ce qu'il reste de l'arche centrale de l'arc d'Auguste. Ensuite, vous voyez à gauche de ce chapiteau, on a une pierre carrée, avec dessus un petit morceau de colonne cannelée et un chapiteau dorique. Ce chapiteau et ce morceau de colonne cannelée appartiennent aux deux arches latérales. Voilà tout ce qu'il reste aujourd'hui sur place. Et pour compléter, nous avons un petit morceau de frise encore conservé dans un musée. Donc, quand on est à cet endroit, il est quand même très difficile d'imaginer ce que pouvait être l'arc d'Auguste. C'est ce que permet la restitution virtuelle. Voilà très probablement comment se présentait cet arc. Vous reconnaissez le chapiteau corinthien sur la baie centrale et les chapiteaux doriques sur les deux baies latérales. À quoi sert cet arc? Il sert à vanter les qualités militaires d'Auguste qui se présente comme quelqu'un de capable de gérer les armées romaines. Cet arc exalte aussi la victoire de l'Empire sur une nation aussi riche et prestigieuse que l'était l'Égypte. Alors, si certains d'entre vous sont attentifs, vous verrez que sur l'attique, il y a une inscription où nous avons fait mention des Parthes. Alors, les historiens discutent toujours beaucoup sur cette question, c'est un point très controversé, mais peut-être que l'arc d'Auguste n'a pas vécu très longtemps, peut-être qu'il a été transformé ou même reconstruit pour finalement honorer la victoire d'Auguste sur les Parthes, ce qui ne change pas foncièrement la lecture du bâtiment. Donc, nous avons cet arc pour les vertus militaires d'Auguste, et ce n'est pas le seul endroit où ces vertus d'Auguste vont être mises en avant. On va retrouver exactement la même lecture sur la tribune vers laquelle je me dirige tout de suite, les rostres de Dioclétien. Donc ces rostres, ils ont été construits au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Les orateurs montaient par l'arrière de la tribune comme je viens de le faire pour se diriger vers ce point et s'adresser au peuple. Alors ce qui m'intéresse, c'est la décoration qui se trouve devant les rostres. Vous me pardonnez, je saute pour aller plus vite, j'aurais dû faire le tour. De quoi s'agit-il? Ce que vous avez ici, en avant de la tribune, ce sont les éperons des navires pris à la flotte de Cléopâtre, à la même bataille que celle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on va montrer en plein forum ce qu'il reste des dépouilles des navires ennemis pris à la nation égyptienne. Alors au départ, peut-être que ces rostres n'étaient pas placés sur la tribune que je viens de vous montrer, qui a été construite un petit peu plus tardivement. Au départ, il est probable que ces rostres se situaient sur le podium du temple au divin César. Alors parlons-en un petit peu de ce temple. La lecture est peut-être un petit peu moins facile que celle de l'arc d'Auguste que je viens de vous montrer, mais en fait, ce temple au divin César va lui aussi, une deuxième fois, glorifier l'empereur Auguste. Comment? Je vais vous l'expliquer. Il faut savoir que Auguste est le petit-neveu de César. Ils sont de la même famille. Or, Auguste va construire un temple à son grand-oncle qu'il va diviniser. Auguste va faire de son grand-oncle un divin homme.
Alors, comment va-t-il s'y prendre? Parce qu'on ne peut pas quand même diviniser quelqu'un comme ça. Ça demande un acte officiel du Sénat, et puis c'est quelque chose qui n'était pas arrivé à Rome depuis l'époque de Romulus. Qu'est-ce qui va se passer? Tout va se jouer l'année 44, l'année où César est assassiné. Entre le 20 et le 30 juillet de l'année 44, une comète va passer dans le ciel de Rome, et elle va être visible, cette comète, pendant 7 jours. La propagande d'Auguste va s'emparer de cet astre qui est passé dans le ciel, qu'on va appeler le Sidus Iulium, l'étoile julienne, et on va dire, mais c'est l'âme de César qui est en train de quitter le sol des mortels pour s'en aller vers les dieux. Et à partir de là, à partir du passage de cette comète, Auguste va demander la construction d'un temple pour son grand-oncle, qui va donc être divinisé. Vous allez me dire, mais comment je sais tout cela? Eh bien, tout simplement parce que les textes le racontent, et ensuite parce que nous avons des sources iconographiques qui attestent de l'histoire que je viens de vous raconter. Regardez cette monnaie, par exemple. Elle représente le temple au divin César. Je le sais parce que c'est marqué dessus. Vous voyez, Divo Iul. Ça veut dire Divo Iulio. C'est le temple au divin Jules. Alors, vous n'y voyez aucune marque de familiarité. Jules, ce n'était pas son prénom, c'était son nom de famille. En fait, il s'appelait Caius Julius César. Donc, c'est le temple au divin César. Et que voyons-nous sur le triangle au-dessus des colonnes, sur le fronton du temple? Nous voyons la comète qui est passée dans le ciel en 44, l'année de la mort de César. Alors, cette comète, ce n'est pas la comète de Halley, comme on le dit parfois, parce que la comète de Halley n'est jamais passée dans le ciel de Rome. En 44, c'est un autre astre qui est passé ici. Alors je vais reprendre la photo de tout à l'heure pour vous faire voir ce qu'il reste du temple au divin César. Enfin, pour vous faire voir, je n'ai pas grand-chose à vous faire voir, parce que si on regarde d'un petit peu plus près, ce temple est extrêmement ruiné. Le temple au divin César, ce n'est pas celui que vous voyez au fond. Celui que vous voyez au fond, avec les colonnes qui sont debout, c'est le temple à Antonin et Faustine. Ce qu'il reste du temple au divin César, c'est uniquement la maçonnerie que vous voyez là, assez informe, le tas de pierres informes que vous voyez au premier plan, c'est ce qu'il reste du temple de César. Alors si on se rapproche encore un petit peu, je voudrais quand même vous montrer cet endroit qui est assez émouvant parce qu'il est connu par les sources. À l'avant du temple de César, il y avait une exèdre dans le podium, et cette exèdre marquait l'endroit précis où le corps de César avait été brûlé. Et cette exèdre, vous pouvez toujours la voir aujourd'hui. Alors, en fait, à l'époque antique, elle avait été rebouchée, d'où les pierres, enfin au IVe siècle du moins, elle avait été rebouchée, d'où les pierres qui sont aujourd'hui visibles devant l'exèdre. Et comme elle était rebouchée, nous ne la voyons pas dans l'état du IVe siècle, l'état que je vous fais visiter tout de suite. Donc, nous avons un arc à Auguste, un temple pour le grand-oncle d'Auguste, et que trouvons-nous encore à côté? Un deuxième arc, puisque le forum est toujours fermé par des arcs, un arc à Gaius et Lucius. Alors Gaius et Lucius, on n'en a pas encore parlé, ce sont les petits-fils d'Auguste. C'est toujours dans la même famille. Il faut savoir qu'Auguste a été très marqué par sa succession a été très compliquée. Auguste s'était d'abord marié avec Livie, mais le mariage reste stérile. Il va donc épouser une deuxième femme, une seconde femme, Scribonia. Avec Scribonia, il ne parviendra qu'à avoir une fille, Julie, qui donc ne pourra pas régner. Comment faire pour la succession? Eh bien, il va marier sa fille, Julie, avec son lieutenant Agrippa, celui qui avait remporté la victoire contre Antoine et Cléopâtre. Et de ce mariage entre Julie et Agrippa vont naître deux petits-fils, Caius et Lucius, qu'Auguste va élever pour lui succéder. Il va nommer d'ailleurs Gaius et Lucius les princes de la jeunesse. Il va vraiment les honorer pour que Gaius et Lucius prennent sa succession. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Le premier décède à 19 ans, le second à 23 ans. Et Auguste demandera la construction d'un arc pour honorer la famille, pour honorer ses deux petits-enfants qui auraient dû régner. Si nous résumons, qu'avons-nous ? Nous avons à droite le temple de César qui va honorer l'ascendant d'Auguste, à gauche l'arc à Gaius et Lucius qui va honorer les descendants de César. Le forum est physiquement marqué
par le changement de gouvernance de l'Empire. La République, avec les élections, va petit à petit laisser la place à un pouvoir de type dynastique. Et c'est bien la famille julienne, la famille d'Auguste, qui va être mise en valeur sur tout le côté est du forum, bien loin des institutions républicaines représentées par la curie que nous irons voir tout à l'heure. Je vais passer sous l'arc de Gaius et Lucius et donc sortir un petit peu du forum parce que je voudrais vous montrer un bâtiment qui se trouve juste derrière et qui est très important parce qu'il remonte aux origines de Rome. C'est ce qu'on appelle la Regia. C'est le bâtiment qui se trouve sur notre droite, juste en face du temple à Antonin et Faustine. Alors la Regia, d'après les sources, d'après la tradition textuelle, a été construite par le roi Numa Pompilius, c'est-à-dire par le successeur de Romulus. Donc elle a été construite au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ça fait presque 1000 ans, à l'époque que nous visitons, que ce bâtiment est debout. Donc vous l'imaginez, il a été maintes fois refait, transformé. C'est pour ça qu'il a une allure un petit peu étrange par rapport aux autres bâtiments du forum. Que faisait-on dans cette Regia ? C'est là que siégeait le Rex Sacrorum. On pourrait traduire ça par le prêtre chargé des choses sacrées. Bon, c'est un titre honorifique, en fait, ça ne servait pas à grand-chose. Le Rex Sacrorum était essentiellement chargé des cultes donnés à l'intérieur de la Regia, des cultes donnés en l'honneur du dieu Mars. Et là, on a un texte de Denis d'Halicarnasse qui nous raconte une très belle histoire, je vais vous la raconter. Il raconte qu'un jour, Numa Pompilius découvre un bouclier sacré, qui est tombé du ciel et que les dieux lui ont offert. Ce bouclier aurait des pouvoirs. Numa Pompilius a peur de se le faire voler, c'est ce que nous dit Denis d'Halicarnasse, et donc il va faire 11 copies de ce bouclier de Mars. Et les 12 boucliers de Mars seront conservés à l'intérieur de la Regia. Si certains ont lu la bande dessinée de Gilles Chaillet, il utilise ce fond historique pour broder une histoire complètement imaginaire de complot entre les Parthes et les Romains. Mais le début de la bande dessinée se passe ici, dans la Regia, avec ces 12 boucliers qui étaient sortis 2 fois par an. Lors de processions, les boucliers étaient portés par les prêtres de Mars, qu'on appelle les Saliens, qui dansaient dans Rome et qui sortaient les 11 faux boucliers avec le 12e bouclier offert par les dieux à Numa Pompilius. Bon, mais la différence par rapport à la BD, c'est que ce bouclier n'a rien de magique, comme Gilles Chaillet l'a inventé. Alors la Regia, je vais toujours vous décevoir, parce que la Regia, que reste-t-il ? Pas beaucoup plus de choses que ce que je vous ai montré sur le temple de César. Depuis la Via Sacra, où je suis, on ne voit plus que les 2 marches que vous avez ici au premier plan. Donc on peut très bien passer devant la Regia sans même la voir. Si on avance un petit peu vers le forum, donc vous voyez la Via Sacra est sur la gauche, on voit que les archéologues ont matérialisé, avec cet angle obtus, un chemin qui passe entre la Regia et le temple de César. Et ce chemin, il est matérialisé aujourd'hui à Rome parce qu'on sait qu'il existait dans l'Antiquité, et je vais vous proposer de l'emprunter. Donc, on va longer la Regia et on va prendre ce petit chemin qui se trouve à l'arrière du temple de César et qui est coincé entre le temple de César et la Regia. Alors, la seule chose que l'on sait d'un point de vue archéologique, c'est qu'ici, il y avait une porte un petit peu mystérieuse qui permettait d'accéder à la Regia sans passer par l'entrée monumentale que je vous ai fait voir tout à l'heure. Mais seuls le Rex Sacrorum et les Vestales avaient le droit d'entrer à l'intérieur de la Regia. Donc ici, vous voyez qu'il nous manque encore quelques bâtiments, comme la fontaine de Juturne. Devant moi, le temple de Vesta, où brûlait la flamme sacrée qui protégeait la ville de Rome. Et je voulais vous montrer l'autre côté de la Regia, qui est assez richement décorée et où des statues étaient vraisemblablement mises en valeur. Et aujourd'hui, si on se place au même endroit, exactement à l'endroit où je suis, voici la seule chose que l'on peut voir de la Regia. Donc l'emplacement est toujours marqué par les grilles modernes, bien sûr, qui ont été placées par les archéologues, et il ne reste que les quelques pierres que vous voyez sur la pelouse. Donc je voulais vraiment ce soir vous faire voir ces 3 bâtiments, parce qu'il n'en reste quasiment rien aujourd'hui à Rome. Ce secteur sud-est est probablement le secteur le plus difficile du forum à interpréter, et il était donc important de voir comment il se présentait dans l'Antiquité avant de découvrir le reste de la place.
Donc je vais repasser sous l'arc de Gaius et Lucius, sous l'arc d'Auguste, pardon. Nous allons passer au pied du temple à Castor et Pollux, et je vais arriver sur une des deux basiliques, donc les deux édifices qui prennent le plus de place sur le forum romain. Je vais arriver devant la basilique julienne. Il faut quand même que je vous explique ce qu'est une basilique dans l'Antiquité. Ça n'a rien de religieux. La basilique, si vous voulez, c'est un double couvert du forum romain. Et à chaque fois qu'il ne fait pas beau, on va s'installer ici, sous les portiques de la basilique, pour traiter affaires. Donc, la différence, pour nous, en tant que Normands, quand on dit « il ne fait pas beau », on imagine tout de suite qu'il pleut, mais dans les textes, quand ils disent qu'il ne fait pas beau, c'est généralement parce qu'il fait trop chaud. Donc je précise, quand il fait trop chaud, on s'installe ici. Et puis comme il fait chaud et qu'on n'a pas envie de faire grand-chose, on va même pouvoir s'installer sur les marches ici de la basilique, tranquillement, et jouer. Et ça, je ne l'invente pas, puisque les archéologues ont retrouvé des jeux gravés ici, sur les marches de la basilique julienne. Et c'était une place très intéressante, puisque vous voyez que ces marches sont à l'ombre en début d'après-midi. Bon, alors on fait quand même aussi des choses beaucoup plus sérieuses à l'intérieur de la basilique, on va pouvoir y parler affaires. Et dans la nef centrale, les prêteurs pouvaient s'installer sur du matériel temporaire, sur du mobilier en bois temporaire, pour rendre la justice. Donc imaginez ici les avocats défendre la cause de leurs clients dans la nef centrale de la basilique. Vous voyez les teintures rouges que nous avons modélisées au centre de l'espace. C'est attesté par les sources, c'est attesté par l'iconographie, parce que plusieurs procès avaient lieu en même temps. Et donc, si on voulait défendre sa cause, il y avait intérêt à avoir un avocat qui a une voix qui porte, parce qu'il y avait 4 séances en même temps, et donc c'était quand même celui qui allait parler le plus fort, qui allait pouvoir se faire entendre par le prêteur. Voilà pour les basiliques. Si je retourne sur la place du forum, ce qu'il y a de vraiment frappant, c'est que toutes les époques de Rome ont marqué le forum. L'époque d'Auguste, je vous l'ai montré, l'époque impériale, avec notamment ces colonnes honorifiques, donc les statues qui sont dessus ont beaucoup changé. Elles ont été remplacées à maintes et maintes reprises. Pour l'époque impériale, la statue de Constantin, qui dominait la place du Forum. Il n'en reste rien aujourd'hui, mais sa présence est bien attestée par les textes. Et l'époque royale, l'époque de Romulus et Rémus, est également suggérée en plein centre du Forum, grâce à la zone vers laquelle je me dirige. Vous voyez cette zone ? C'est un espace non dallé, on l'a retrouvé au niveau archéologique, un espace non dallé avec de la terre, dans laquelle sont plantés un olivier, une vigne et un figuier sacré. Alors, je vais vous lire le texte qui me permet de savoir cela, puisque vous l'imaginez, on n'a pas retrouvé l'olivier planté au milieu du forum. Ce texte, c'est un texte de Pline que je vais vous lire de manière un petit peu simplifiée. Pline nous dit « À Rome, on vénère un figuier poussé sur le forum, en souvenir de celui qui, le premier, abrita dans le Lupercal les fondateurs de notre empire. Sous ce figuier furent trouvées la louve offrant sa mamelle aux nourrissons. C'est toujours un présage quand cet arbre se dessèche, mais les prêtres ont soin de le renouveler. Un figuier encore, poussé par hasard, vit au milieu du forum. Il y a au même endroit une vigne, apparue également par hasard, et un olivier planté par le soin du peuple pour son ombre. » Donc ce que nous raconte la légende, c'est que les Romains considéraient que la louve avait allaité Romulus et Rémus sous un figuier sacré, et en souvenir de ce figuier sacré, différents figuiers étaient plantés sur le forum, dont celui-ci. Et vous voyez la balustrade de bronze que nous avons installée autour de cet espace, nous ne l'avons pas inventée. Nous avons un texte d'époque tardive qui nous parle d'une balustrade de bronze pour protéger le figuier sacré. Donc même la légende de Rome était rappelée au sein du Forum romain, qui marque donc autant la période royale que la République, que l'Empire de Rome. Ce qu'il faut bien comprendre quand on visite un forum, et c'est d'autant plus vrai pour le forum de Rome, c'est qu'un forum est toujours une place fermée, à peu près systématiquement par des arcs. Je vous en ai déjà fait voir 2,
Et en fait, il y en a 4, si on fait le tour de la place. Un de ces arcs, celui qui me pose peut-être le plus de difficultés, c'est l'arc qu'on appelle l'arc de Tibère. Alors tout à l'heure, vous avez vu que les restes archéologiques étaient minces, mais là, c'est même pas qu'ils sont minces, c'est qu'il n'y a rien du tout. Je n'ai rien à vous montrer. Du coup, comment faire? Comment savoir ici qu'il y avait un arc à Tibère? Eh bien, nous connaissons la présence de cet arc grâce à Tacite. Donc, Tacite, c'est un historien qui a notamment écrit à propos de l'arc de Tibère. Je vous lis, il y a une seule phrase. Tacite nous dit dans le livre 2 de ses Annales, à la fin de l'année, on dédie un arc près du temple de Saturne en l'honneur des enseignes perdues avec Varus, mais reprises sous le commandement de Germanicus, sous les auspices de Tibère. Bon, un petit peu compliqué ce texte, que nous dit-il? Eh bien, il nous dit qu'en 9 après Jésus-Christ, Varus a connu un désastre terrible avec les armées de Rome en Germanie. Tout s'est joué à la bataille de Teutobourg, donc on est dans le nord de l'Allemagne, et ce jour-là, Varus va perdre 3 légions. 3 légions, ça veut dire 15 000 hommes. 15 000 morts pendant la bataille côté romain. Et même pire que ça, pour l'honneur de Rome, les enseignes des 3 légions vont rester en Germanie, ce qui est absolument dramatique pour l'époque. Donc Germanicus, quelques années plus tard, décide d'aller enterrer les morts en Germanie, et il décide également d'aller chercher les enseignes abandonnées par Varus. Il les ramène à Rome, et l'arc de Tibère marque le succès de cette expédition, marque le retour des enseignes à Rome. Je vous ai raconté l'histoire de l'arc, je ne vous ai toujours pas dit comment j'avais fait pour le restituer. Eh bien, la seule source d'information dont nous disposons, c'est un bas-relief qui se trouve sur l'arc de Constantin. Donc on est un petit peu plus loin à Rome, on est devant le Colisée. Devant le Colisée, il y a un arc à 3 baies qui est encore très bien préservé. Et sur un des reliefs, regardez ce que l'on voit. On voit le peuple. Juste à droite, on reconnaît, il y a d'autres sources pour le savoir, juste à droite, on reconnaît les rostres d'Auguste. Et derrière, la seule représentation connue à ce jour de l'arc de Tibère. C'est ce qui nous fait penser que l'arc de Tibère n'avait qu'une seule baie et qu'il portait des chapiteaux corinthiens sur des colonnes engagées. Et la restitution que nous proposons correspond exactement à ce qui est visible sur le bas-relief. Je vous le disais, sur le bas-relief, on apercevait également les rostres d'Auguste, c'est-à-dire une tribune où montaient les orateurs. Ce n'est pas la même que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais de l'autre côté du forum. Cette tribune-là est beaucoup plus ancienne, mais elle a la même fonction que l'autre. Imaginez, par exemple, les sénateurs qui sortent de la curie, donc juste devant nous, qui vont faire le tour pour monter sur cette tribune et pour pouvoir s'adresser à la foule amassée ici sur le forum. Si je vous parle des rostres d'Auguste, c'est parce qu'il y a deux monuments, intégrés à l'arrière de la plateforme, qui sont très importants, très symboliques pour l'histoire de Rome. Donc ici, je passe devant le temple de Saturne. Il est très haut, vous voyez, parce que le trésor de Rome était conservé dans le podium de ce temple. C'est la banque de Rome, le temple de Saturne, si l'on veut. Et donc, à l'arrière des rostres, on va avoir deux bâtiments très importants. Celui que vous voyez ici, au premier plan sur la droite, s'appelle le Milliaire d'Or. Je vais vous expliquer ce qu'il représente. Et puis, à gauche, vous avez un autre petit bâtiment, cylindrique, avec des colonnes. On l'appelle l'Umbilicus Urbis Romae. Donc je vous traduis, ça veut dire le nombril de la ville de Rome. Commençons par discuter un petit peu du Milliaire d'Or. Ce Milliaire d'Or, il a été construit par Auguste. Il faut savoir que la domination de Rome sur le bassin méditerranéen est notamment marquée par la création, toujours sous Auguste, d'un gigantesque réseau viaire. Regardez toutes les routes qu'Auguste, principalement, a fait construire sur le bassin méditerranéen. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, il considérait que pour administrer correctement un empire aussi grand, il fallait que les légions romaines puissent rapidement aller d'un endroit à un autre. Et pour que les légions romaines puissent circuler rapidement, il fallait des routes. Des routes avec des cartes, avec des endroits
où on pouvait trouver des étables, où on pouvait trouver de quoi se reposer. Et il y avait, je vais vous dire les kilomètres, on ne parlait pas en kilomètres à l'époque, on parlait en milles, mais les distances entre chaque point d'arrêt possible étaient marquées sur des cartes. Et ces routes étaient également utilisées pour le cursus publicus. Donc le cursus publicus, c'est aussi une invention d'Auguste, c'est le courrier impérial, c'est l'ancêtre de notre poste. Et Auguste disait qu'il fallait que les courriers de l'Empire circulent très rapidement pour ne pas être débordés, pour toujours être au courant de ce qui se passait à tel ou tel endroit de l'Empire. Une fois qu'on a des routes, il faut bien marquer les milles, les distances entre les routes pour qu'on sache combien de temps il faut pour aller de tel point à tel autre point. Eh bien, Auguste avait inventé ce millière d'or pour marquer le point zéro du comptage de toutes les routes. Ici, on est au point zéro, et ensuite on calcule les distances jusqu'aux différents points de l'Empire. Ça, c'est un petit peu la théorie, parce que dans la pratique, on a retrouvé des bornes milliaires à différents endroits de l'Empire, et on se rend compte que parfois le point zéro n'est pas sur le forum, parfois c'est la muraille de Rome qui a servi de point zéro, mais toujours est-il que du point de vue symbolique, Auguste avait choisi, grâce à cette colonne, de marquer en plein forum le point de départ de toutes les routes de l'Empire. Puis de l'autre côté, on est toujours un petit peu dans la même lecture, toujours un petit peu dans le même symbole. Les Romains ont voulu marquer symboliquement le centre de leur ville. Pourquoi faire, me direz-vous ? Bien, je l'imagine pour copier un petit peu les Grecs. Les Grecs considéraient qu'à Delphes, il y avait le centre du monde. Selon la légende, Zeus avait lâché 2 aigles pour connaître quel était le centre du monde. Les 2 aigles s'étaient croisés à Delphes, et à l'endroit donc du centre présumé du monde, il a fait tomber une pierre sacrée qu'on appelle l'omphalos et qui est toujours conservée aujourd'hui. Ça, c'est une belle histoire, mais c'est grec. Et les Romains aussi voulaient marquer le centre de leur ville, et c'est ce qu'ils ont fait avec ce petit édifice. Et là, pour une fois, j'ai des restes archéologiques à vous montrer. Si vous allez à Rome et que vous vous rendez à l'arrière des rostres, donc voici ce que ça donne aujourd'hui. Donc à droite, je vous ai marqué l'endroit où se trouve le milliard d'or, mais vous pouvez me croire, il n'y a vraiment rien à voir. À gauche, par contre, là, il y a quelque chose à voir. Voyez ce massif de maçonnerie circulaire ? C'est la base du nombril de la ville de Rome, encore visible aujourd'hui, et probablement reconstruit à l'époque des Sévères, à l'époque de la construction de l'arc de Septime Sévère, que vous voyez ici à l'image. C'est le 4e arc qui va fermer la place de Rome. On est ici sur la Via Sacra et on va arriver devant la curie, devant l'endroit où siégeaient les sénateurs. Alors cette Via Sacra, j'aimerais qu'on la parcourt un petit peu ensemble parce que tous les triomphateurs, donc que ce soit les généraux ou les empereurs, tous ceux qui avaient le droit à la cérémonie du triomphe, passaient sur la Via Sacra, passaient donc sous l'arc de Septime Sévère pour terminer la procession sur le Capitole. Donc ici, il nous manque encore l'escalier d'hégémonie qui permettait de rejoindre le Capitole. Mais que trouve-t-on le long de la Via Sacra, donc à la limite entre le Capitole à ma droite et le Forum à ma gauche? Nous avons un temple à la Concorde qui remonte à l'époque de la République. Ce temple a été construit pour symboliser la paix revenue entre les plébéiens et les patriciens, entre le peuple et la noblesse, si on veut un petit peu simplifier. Devant le temple de Saturne, avec son très haut podium pour garder le trésor de la ville, et sur la droite, un temple au divin Vespasien. Parce que si César n'a jamais été empereur, il a quand même été le premier à avoir été divinisé après Romulus, et la plupart des empereurs, ou du moins tous ceux qui se sont bien conduits, seront ensuite divinisés par leurs successeurs, et ce fut le cas notamment pour Vespasien, qui eut donc son temple au divin Vespasien, construit en fermeture du Forum. Le dernier édifice que je voudrais vous montrer, on va finir par celui-là, parce que lui, il est debout, comme ça vous ne pourrez pas partir en disant que je vous ai fait voir que des tas de cailloux. Le portique des Dei Consantes, ça veut dire le portique des dieux consentants. Bon, lui aussi, il était par terre, mais il a été remonté par les archéologues. Et lui, regardez, quand même, il est bien debout aujourd'hui. Il a été remonté par un astylose, c'est-à-dire que les archéologues ont pris les morceaux tombés pour remonter le bâtiment.
Donc toutes les colonnes que vous voyez à gauche sont les colonnes originales, puis les colonnes blanches que vous voyez à droite sont des colonnes modernes qui ont été ajoutées pour que le bâtiment tienne debout. Alors, ce portique des Dei Constantes, on y accède en montant le Clivus Capitolinus, c'est-à-dire la voie en pente qui permet de passer du Forum au Capitole. Et qu'y avait-il dans ce portique? Eh bien, il y avait des chambres comme celle-ci, et si on en croit Varron, dans ces pièces étaient placées les statues en bronze des 12 dieux olympiens que le peuple pouvait venir voir comme ça en fermeture du forum. Ce qu'il y a aussi de très intéressant quand on est au niveau du portique des Dei Constantes, c'est que l'on voit très bien le temple que je vous faisais voir au tout début de la visite, le temple à Vénus victorieuse qui se trouve au sommet du Capitole, en tout cas très probablement. Et cette domination d'une déesse féminine sur le centre politique et administratif de Rome, j'imagine, fera plaisir à toutes les dames. Comme quoi, si Rome ne s'est pas faite en un jour, elle vécut une des plus belles épopées de l'histoire sous la protection d'une déesse féminine qui la protégeait sous son aura douce et bienveillante. Nous sommes bien loin de l'image d'Épinal du très viril temple de Jupiter capitolin, dont on a écrit pendant des années qu'il dominait le forum, qu'il dominait toute la ville de Rome. Eh bien oui, il domine toute la ville de Rome, mais non, on ne le voit pas depuis le forum, puisque c'est bien Vénus qui protège le forum depuis le Capitole, depuis un terrassement qui avait été interprété pendant des années comme étant le tabularium, les archives de la ville de Rome, mais qui est probablement une esplanade permettant d'avoir un temple dominant le forum, un temple à Vénus. Je vous remercie. Bien, merci à vous tous. Donc on va passer à la séance des questions, si vous le souhaitez. Le temps que vous préparez vos questions, que les micros se mettent en place, deux informations. Si vous voulez revisiter par vous-même certains des monuments que nous avons présentés, vous pouvez avoir accès maintenant à l'application qu'on appelle Roma in Tabula, qui est téléchargeable gratuitement sur tablette, sur smartphone ou sur ordinateur, que ce soit PC ou Mac. Il suffit d'aller sur la première page de notre site et vous trouverez toutes les indications pour charger cette application. Vous pourrez visiter les basiliques, visiter le temple de Castor et Pollux, la Curie. Et puis je vais vous dire aussi qu'on va avoir prochainement 2 soutenants de thèse dans l'équipe. Karim va soutenir le jeudi 16 novembre sa thèse sur les machines de Rome. C'est une soutenance publique, vous pouvez y assister. Sur les machines de guerre? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas grave. Bon, sur les machines de guerre romaines. Ce sera le jeudi 16 novembre à 14h30. Vous pouvez venir si vous le souhaitez. Et puis Noémie qui va vous passer les micros tout à l'heure, soutiendra sa thèse aussi sur les petits animaux à Pompéi, les animaux domestiques, le 19 janvier, mais ce sera à Rennes. Voilà. Allez, on passe aux questions. S'il y en a. Je crois que nous avons une question en ligne, donc d'un auditeur qui doit nous suivre sur Internet. Effectivement, la question se porte sur les statues au-dessus des colonnes dans le forum. Que représentent ces statues? Est-ce que celles-ci étaient changées à certains moments? Oui. Donc en fait, ce sont des statues honorifiques. Aujourd'hui, nous ne possédons plus que les colonnes. Alors attendez, on va quand même aller voir de quoi on parle. Nous sommes en train de parler des statues honorifiques qui se trouvent ici, sur la gauche de l'image, à côté de la statue de Constantin. C'est une question, une très bonne question, parce que vous voyez, la base des colonnes, nous l'avons. Le fût des colonnes, nous l'avons. Nous avons certains chapiteaux. Mais alors les colonnes, les statues dessus, on ne les a jamais retrouvées. On n'en a même retrouvé aucune. Donc nous n'avons que les sources littéraires pour savoir quels étaient les personnages honorés sur ces colonnes. Vous voyez peut-être d'ailleurs qu'au niveau de la modélisation 3D, nous avons choisi de les représenter de façon sommaire. Le but ici n'est pas de représenter tel ou tel tribun de la plèbe, mais de suggérer la présence des statues sur les colonnes. Merci. J'ai quelques petites questions à poser. D'abord, merci pour ce travail
très, très intéressant et puis bien mené. Hein. Et je vois que le forum est chargé. Or, dans les peuples américains, hollywoodiens, on a la marche triomphale que vous avez évoquée tout à l'heure. Est-ce que ce serait possible pour Sophie de nous faire le tracé de ces... Ah, c'est compliqué ça. C'est compliqué. Bon. Non, mais on peut Parce que dire, je je vais n'arrive le pas faire. à imaginer comment ça se passe Oui, vraiment on va le faire. par rapport à ce que les Américains nous montrent. Premièrement. Deuxièmement, je suis très admiratif du travail, en fait, de l'effort de résistance des Gaulois. Donc, je pose la question. L'endroit où Vercingétorix a été enfermé, est-ce que cet endroit fait partie du forum? Oui. Si oui, où est-ce qu'il se trouve? Je vais vous montrer aussi. D'accord. Troisièmement, oui, la table, où est-ce que se trouve la table, la loi des dites 12 tables dans le forum? Est-ce que vous n'avez pas montré, donc j'aurais voulu le savoir. Et pour terminer, là, ce n'est pas par rapport à... C'est en dehors peut-être du forum, mais l'arc de Titus, Oui. est-ce qu'il se trouve dans le forum ou au-delà? Alors, Bon, en tout cas, vous avez... Et j'ai remarqué, on voit, quand on va à Rome, que des dégradations étaient faites sur un certain relief. Par exemple, le chandelier à 7 branches a été abîmé. oui. Est-ce que, bon, je comprends peut-être la personne qui a voulu faire ça, mais est-ce qu'il y a un effort pour conserver, pour sauvegarder ces monuments, même si ça peut nous paraître un peu douloureux, parfois, de voir ça? Est-ce qu'on fait des efforts pour sauvegarder ça pour le futur? Merci. Bon, je vais essayer de ne pas oublier 2 questions. Si c'est le cas, vous me le dites. Je vais prendre dans l'ordre où je m'en rappelle. Donc, je vais commencer par Titus, parce que c'est dans ma mémoire immédiate. Alors, je vais utiliser une carte pour vous expliquer. La question, c'était, est-ce que l'arc de Titus est sur le forum? Ça dépend de l'extension que l'on donne au forum. Le forum républicain, au sens strict, c'est la place qui se trouve ici, la place qui est fermée par les 4 arcs que je vous ai fait voir. Donc, techniquement, une fois que l'on a passé sous l'arc d'Auguste ou sous l'arc de Gaius et Lucius, techniquement, on n'est plus vraiment sur le forum. Par contre, on va le faire en image, puisque nous avons un modèle entièrement interactif. C'est bien là tout l'intérêt de l'interactivité. Je vais vous montrer l'arc de Titus, il est tout près, hein, il n'est pas loin. Je passe sous l'arc de Gaius et Lucius. Je vais longer sur la gauche le temple d'Antonin et Faustine, que vous pouvez voir encore aujourd'hui debout, même si une église s'est reconstruite à l'intérieur. La Regia, que je vous ai fait visiter. Sur la gauche, nous allons arriver au temple de Romulus. Donc Romulus, le dernier roi de Rome, pas le Romulus des derniers empereurs de Rome. La maison des Vestales, sur ma droite. La basilique de Maxence et Constantin, sur ma gauche, très richement décorée. Probablement un immeuble d'habitation, c'est du moins une hypothèse. Et en fermeture de perspective, ici, nous avons le temple de Vénus et Rome, un des plus grands temples de Rome, et l'arc de Titus est juste à droite du temple de Vénus et Rome. Donc on va bientôt y arriver. Donc c'est une zone dont la modélisation n'est pas encore terminée. Vous voyez, on a le portique à Vénus et Rome, et l'arc de Titus est juste ici, juste à côté. Donc c'est vrai que quand on prend un guide de Rome, dans certains guides, ils font commencer la visite du forum à l'arc de Titus. Mais sur la zone que je viens de parcourir, on n'est pas vraiment 100% sur le forum, on est sur la Velia, sur une petite colline qui se trouve entre le Colisée et le forum. Pour les bas-reliefs, on parlait des bas-reliefs, notamment le bas-relief avec le chandelier à 7 branches qui se trouve ici sur l'arc de Titus. Bon, bien entendu, les bâtiments de Rome ne sont pas plus à l'abri de quelconque destruction que d'autres bâtiments ailleurs dans le monde. Un des efforts qui a été fait il y a maintenant de nombreuses années, qui offre peut-être une solution, c'est de faire des moulages. De faire des moulages des bas-reliefs à une date donnée, ce qui permet au moins de conserver l'histoire du bas-relief avant
qu'ils subissent d'éventuelles destructions, avant qu'ils ne subissent tout simplement la pollution de l'air ambiant de Rome. Il y avait un musée à Rome qu'on appelle le musée de la civilisation, qui plaisait ou qui plaisait moins, mais où on avait justement des faux, mais des moulages de pièces originales. Et dans ce musée, il y a par exemple les moulages réalisés il y a quelques années de la colonne de Trajan. Et aujourd'hui, quand on veut travailler sur les représentations de la colonne de Trajan, les moulages permettent de mieux voir les reliefs que le modèle original qui est resté à l'abri. Donc c'est une des solutions pour garder les bas-reliefs. Alors les autres questions... Vercingétorix. Ah, Vercingétorix. Alors Vercingétorix, c'est à l'autre bout. On va prendre un raccourci, sinon on va traverser le forum 3 fois. Alors vous voyez, ça c'est le forum tel que je vous l'ai fait visiter, avec la basilique julienne, la basilique émilienne, la curie, dans laquelle nous ne sommes pas rentrés. Ah non, là je suis sur les toits. La curie... Alors attendez, on va partir... Bah, si, on va repartir de là pour qu'on se repère bien. Le parcours du triomphe, c'était votre première question. Le parcours du triomphe passait sur la Via Sacra, là que vous voyez ici. Donc il faut imaginer le grand cortège avec l'empereur, le visage peint en rouge avec le manteau de pourpre, ses armées derrière et derrière lui ses prisonniers. Et quand César est passé là, quand Général César est passé là avec son butin, ses prisonniers, il y avait parmi les prisonniers Vercingétorix. Et il a été étranglé ensuite, après le triomphe, dans la prison qui se trouvait en bordure du forum. Donc on ne l'a pas encore reconstruite, mais Sophie va vous montrer son emplacement. Donc la prison, donc là on a la curie sur la droite, l'arc de Septime Sévère. La prison, je vais vous montrer un espace vide, mais se trouve juste à droite de la curie, entre la curie et le temple de la Concorde que je vous ai fait voir tout à l'heure. C'est ici. Voilà, c'est un secteur sur lequel il faut encore que l'on travaille. Encore qu'on travaille. Il y avait aussi la loi des 12 tables et le cortège. Ah. Le cortège, on vient de le faire, Noémie. Il faut suivre. Il faut suivre, Noémie. La loi des 12 tables. Donc il nous reste les tables de loi. Donc la loi des 12 tables, si je ne me trompe, a été affichée sur les rostres pendant un certain temps, mais au IVe siècle, je ne sais pas si elles avaient été déplacées ailleurs dans Rome. En tout cas, à une certaine époque, elles ont été affichées, elles ont été placardées sur la tribune que vous voyez ici. Alors, vous nous avez montré qu'à partir de 3 cailloux abîmés et de quelques lignes de Pline et ses compères, vous reconstruisez un temple. Ah oui. Alors, comment faites-vous pour transmettre à vos successeurs qui vont continuer à travailler ce qui était et ce qui était sans doute? Comment fait quelqu'un qui vient après vous pour savoir exactement là où vous êtes sûr et là où vous, sur votre dessin, vous avez un peu imaginé? Alors ça, c'est quelque chose que l'on a voulu en effet dès le départ du projet, c'est-à-dire qu'au fichier de modélisation lui-même est liée toute la documentation que nous avons utilisée. Alors vous l'avez sous forme simplifiée dans les documentations que vous montre Sophie en cours de visite, mais tout cela, ça renvoie à une documentation, une bibliographie d'ailleurs qui est en train de renouveler complètement Noémie, voilà, là justement, qui est en train de vous passer le micro, et à partir de là, vous pouvez suivre la trace de notre travail. L'idée, si vous voulez, c'est pas tant de donner une image, parce qu'une image n'est jamais une vérité. Une image, c'est une hypothèse, et c'est l'état des connaissances à un instant T. La visite de ce soir, c'est ce que nous pensons être le forum aujourd'hui, 8 novembre 2017. Peut-être que dans 3 mois, on aura changé quelque chose. Donc l'image, déjà, elle correspond à ce que l'on pense aujourd'hui. Et l'intérêt du modèle interactif, c'est justement de ne pas transmettre une image. Et c'est aussi ça l'intérêt de l'application en Roma in Tabula que nous avons proposée, mais bien de proposer un modèle interactif avec l'accès à des documentations. Et dans ces documentations, vous allez trouver 3 choses. Vous allez trouver les sources primaires, c'est-à-dire qu'avions-nous pour travailler? Quelles étaient nos informations? Les sources primaires, ce sont toujours les textes, les sources archéologiques, les sources iconographiques. Donc toutes les sources primaires liées à notre analyse sont dans les documentations. La deuxième chose, c'est que nous rédigeons des synthèses expliquant ce que nous avons fait de ces sources primaires.
C'est-à-dire, je vais expliquer, j'ai pris tel rapport de fouille, j'ai pris tel texte et je propose ça. Comme ça, l'image que je propose, j'explique comment j'y suis arrivée. Et puis l'idée, c'est vraiment d'être dans un mode de recherche participatif. L'idée, c'est pas de balancer une image, excusez-moi l'expression, sans expliquer pourquoi je suis arrivée là. Et en ayant les sources primaires, cela laisse de l'espace à d'autres personnes, pourquoi pas pour interpréter différemment les sources et pour nous proposer, pourquoi pas, une autre hypothèse. Et dans certains cas, il n'est pas exclu de modéliser 1, 2 ou 3 hypothèses d'un bâtiment, si ces 2, 3 hypothèses se tiennent. Pas d'autres questions? S'il y a encore une question en haut, ce sera peut-être la dernière question que l'on va prendre. Alors du coup, effectivement, c'est une question en ligne. Est-ce que le forum était surveillé et comment les orateurs pouvaient se faire entendre devant autant de personnes? Alors, est-ce que le forum était surveillé? Pas particulièrement, pas plus que les autres secteurs de la ville. On avait des patrouilles de police, si l'on veut, des vigiles, dans toute la ville de Rome, mais ce n'était pas un lieu fermé. Alors, la question de la portée de la parole des orateurs est quelque chose de très, très intéressant. Je vous parlais tout à l'heure d'une équipe allemande, l'équipe de Berlin, de Susanne Muth, avec c'est elle qui a modélisé les sens de parole que je vous ai montré tout à l'heure. Elle étudie également la portée que pouvait avoir la voix des orateurs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est assez peu armé. Il semble que sur des lieux comme le forum, en fait, ça ne veut pas porter très, très, très loin. Le meilleur endroit pour pouvoir s'exprimer en public, c'était bien sûr des endroits comme les théâtres. Les théâtres qui, eux, avaient une acoustique bien meilleure. Là, si les orateurs arrivaient à se faire entendre de 500, 600 personnes, 1000 peut-être, ça devait être quelque chose de vraiment maximum. D'où l'utilisation, on le sait au moins pour les spectacles, les processions dans le cirque, l'utilisation d'écriteaux, de grands écriteaux qui ne pouvaient pas retranscrire bien sûr l'ensemble du discours, mais qui donnaient certaines indications. Voilà, il n'y a plus d'autres questions? Si, encore une, mais ce sera la dernière. Donc, Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aurais une question sur les rostres. Je suis assez étonné le nombre qu'il peut y avoir, mais si je me souviens bien, c'était une bataille navale, non? Les bateaux, ils ont coulé? Oui. Certains bateaux étaient faits prisonniers. Oui. Et, tous les bateaux n'étaient pas coulés. D'accord. On pouvait récupérer les épaves des navires ennemis justement pour récupérer le rostre. Et on peut savoir le nombre de rostres qu'il peut y avoir? Oui. Alors ça, on le sait. Je ne sais pas si j'ai la documentation accessible. Les rostres, on ne les a pas conservés. Ça, tout ce qui est en bronze a disparu. Mais vous voyez, ça, c'est ce qu'il reste de la tribune aujourd'hui. Et voilà le rapport de fouille. On a encore les traces d'ancrage des rostres. Et en comptant les traces d'ancrage, ça nous permet de proposer l'hypothèse que je vous ai montrée. Donc sur la plupart des représentations de rostres, on montre des pièces assez chétives, alors que vous avez vu que nous avons des pièces au contraire très massives. Pourquoi? Eh bien parce que ces rostres étaient quand même utilisés pour éventrer la coque du navire ennemi, donc il fallait quand même quelque chose de solide, ou pour briser les rangs de rames ennemies. Et donc les rostres que je vous montre ici ont été modélisés d'après des vrais rostres retrouvés sur des navires de l'époque. Voilà, merci à vous tous. Et puis... Merci beaucoup, c'est très gentil. Et au 10 janvier, si vous le voulez bien, pour aller visiter les palais des empereurs sur le mont Palatin. Bonne soirée.